Ma sœur Harry, les généraux ne te respecteraient jamais. Elle s'est tournée, désignant le commando marine à ses côtés, lui, c'est un vrai guerrier. Mais le commando s'est figé, les yeux écarquillés sur moi, êtes-vous l'ange de la mort? J'ai grandi dans une petite ville de province, le genre d'endroit où tout le monde savait quel enfant appartenait à quelle famille et où les ragots voyageaient plus vite que le bus scolaire. Mon père, François Dubois, était un ancien militaire qui croyait que sa maison n'était qu'une extension de la caserne. Ma mère, Jeanne, était tout le contraire, douce, patiente, et la seule raison pour laquelle notre foyer ne ressemblait pas à une inspection permanente. Et puis il y avait Valérie, ma sœur aînée, l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. Si Valérie rapportait un trophée d'une compétition d'athlétisme, papa s'assurait qu'il soit exposé dans le salon pour que tout le monde le voie. Si je rapportais un 20 en maths, il y jetait un œil comme si c'était un ticket de caisse et marmonnait, c'est ce que tu es censé faire. Valérie était grande, forte, bruyante, et toujours au centre de l'attention. J'étais silencieuse, petite pour mon âge, et apparemment invisible, sauf si quelqu'un avait besoin de faire une comparaison. Lors des dîners de famille, papa ne cessait de vanter les qualités de meneuse de Valérie. Moi, j'étais juste responsable, mais dans sa bouche, responsable ne voulait pas dire fiable, ça voulait dire ennuyeux. Valérie ne perdait pas une seconde pour en profiter. Elle me lançait un sourire narquois de l'autre côté de la table et disait des choses comme « Peut-être que Camille peut organiser les serviettes, puisqu'elle aime tant les détails. » Papa riait. Maman le foudroyait du regard, mais ne le reprenait jamais. Elle changeait de sujet et plus tard, quand j'étais seul avec elle pour faire la vaisselle, elle me serrait l'épaule et disait « La constance est plus importante que le bruit. » Quand Valérie fut assez grande pour rejoindre la réserve opérationnelle de l'armée de terre, toute la ville l'acclamait. Papa lui organisa un barbecue de départ avec une immense bannière dans le jardin qui disait « Notre héroïne ». Les gens sont venus avec des salades de pommes de terre et des chaises de jardin. Quand Valérie est revenue de sa courte mission à l'étranger, les gens agissaient comme si elle avait gagné la guerre à elle toute seule. Elle entrait dans le bistrot du coin et les gens se levaient pour lui serrer la main. Pendant ce temps, j'étais juste Camille, la petite sœur, la silencieuse, celle qui, aux yeux de mon père, n'était jamais à la hauteur. Il aimait nous présenter en disant « Voici Valérie, ma militaire, et voici Camille. Elle lit beaucoup. » Il trouvait ça drôle. Ça ne l'était pas. Le pire moment pour moi fut lors d'un grand repas de famille où la maison était pleine de parents et où papa décida de porter un toast à Valérie. Il leva son verre et dit « À Valérie, qui nous a rendus fiers en servant, et à Camille qui, eh bien, peut-être qu'un jour elle découvrira ce pourquoi elle est douée. » Tout le monde gloussa, pensant que c'était une plaisanterie. J'étais assise là avec un faux sourire plaqué sur le visage, serrant ma fourchette si fort qu'elle laissa une empreinte dans ma paume. Valérie ne manquait jamais une occasion de remuer le couteau dans la plaie. Elle se penchait et me chuchotait, « Ne le prends pas personnellement, Camille. Certains d'entre nous sont juste faits pour plus. » Son sourire narquois s'est gravé dans ma mémoire cette nuit-là. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas jeté la fourchette. Je n'ai pas crié. Mais à l'intérieur, je me suis promis de leur prouver à tous qu'ils avaient tort. Ma mère était la seule à croire en moi, bien qu'elle ne se soit jamais opposée ouvertement à papa. Quand je lui ai dit que je pensais postuler à l'école navale, elle a souri d'une manière qui disait qu'elle s'y attendait. « Si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi, » me dit-elle doucement dans la cuisine. Pas parce que tu es comme Valérie, mais parce que tu ne le es pas, ces mots m'ont marqué. Quand papa l'a entendu, il a ri. La marine? Camille, ils vont te dévorer toute crue. Tu abandonneras au bout du premier mois. Ne te ridiculise pas, Valérie en a rajouté une couche. Tu pleuras pour appeler maman après la première pompe. Ce soir-là, j'ai rempli le dossier de candidature sous la lueur d'une lampe de bureau pendant qu'il regardait la télé dans le salon. Je n'allais plus les laisser dicter qui j'étais. Même avant l'école navale, les comparaisons ne cessaient pas. Valérie se pavanait en ville dans son uniforme de réserviste, médaille fièrement épinglée, pendant que j'étais la gamine qui emballait des courses pour gagner un peu d'argent. Les gens lui tapaient dans le dos et me jetaient des regards de pitié polis. Mon père adorait ça. Il s'asseyait au bistrot et racontait aux gens que Valérie sauvait des vies en uniforme. Si quelqu'un demandait de mes nouvelles, il haussait les épaules. Camille étudie, ou quelque chose comme ça. Maman me gardait les pieds sur terre. Elle glissait des mots dans mon sac de déjeuner quand j'étais au lycée. De courtes citations, des rappels que j'avais de la valeur. Parfois, c'était des blagues idiotes,
parfois des extraits de poèmes. Ne fuis pas les tempêtes, apprends à voler à travers elles, disait l'un d'eux. Je ne le comprenais pas entièrement à l'époque, mais c'est devenu quelque chose que j'ai porté en moi pendant des années. La pire humiliation publique est survenue lors d'une réunion de famille quand j'avais 17 ans. Valérie était déjà en uniforme et les gens se rassemblaient autour d'elle pour lui poser des questions sur la réserve. Quelqu'un s'est tourné vers moi et a demandé « Et toi, Camille? Tu comptes suivre les traces de ta sœur ?» Avant que je puisse répondre, Valérie a ri assez fort pour que tout le monde entende. Les généraux ne perdent pas leur temps avec des filles comme Camille. Elle se perdrait en chemin pour aller à ses classes. La foule a gloussé nerveusement, attendant de voir si papa la corrigerait. Il ne l'a pas fait. Il a ri aussi. Ce moment m'a blessé plus profondément que tout ce qui avait précédé. Je voyais des parents essayer de détourner le regard, prétendant que tout cela n'était qu'un jeu inoffensif, mais ce n'était pas le cas. Ce soir-là, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai fixé le dossier de candidature de l'école navale. Valérie pensait avoir gagné. Papa pensait que je n'étais qu'un personnage secondaire dans l'histoire de Valérie. J'ai su alors que je devrais brûler chaque once de doute, chaque ricanement, chaque blague qu'il me lançait. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas sorti en claquant la porte. J'ai commencé à construire la version de moi-même que personne n'attendait. Si ma sœur était la soldate en or de la famille, j'allais être l'ombre qu'il n'aurait jamais vu venir. La nuit suivant cette réunion, j'ai pris un stylo et j'ai rempli chaque ligne du dossier de l'école navale comme si je le gravais dans la pierre. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais à la pensée du visage de mon père quand il l'apprendrait. Je n'ai pas demandé son approbation, et je n'en ai certainement pas parlé à Valérie. Quand la lettre d'acceptation est arrivée des mois plus tard, je l'ai ouverte seule dans la cuisine. Les mots « admise à l'école navale » trônaient en haut et j'ai senti ma poitrine se serrer. Je ne souriais pas. J'étais stable, comme maman me l'avait toujours dit. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans l'enveloppe avant que papa n'entre. Bien sûr, Valérie l'a trouvée la première. Elle a vu l'enveloppe sur le comptoir et l'a lue à voix haute comme si elle annonçait une blague à toute la famille. Camille à l'école navale. Et après? Major de promo en pompe? Papa a gloussé en secouant la tête. Tu abandonneras avant même d'avoir défait tes valises. Note bien mes mots. Maman se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, fixant papa. Mais elle n'a pas discuté. Elle m'a juste lancé ce même regard constant. Celui qui signifiait « prouve-leur qu'ils ont tort ». Le jour de mon arrivée à Brest, la chaleur semblait s'infiltrer sous ma peau. La période d'incorporation était conçue pour briser les gens. Et je pouvais voir pourquoi. Les anciens nous hurlaient dessus jusqu'à ce que leur voix se casse, et nous n'étions que des jeunes en sueur et chancelants, essayant de comprendre dans quel sens aller. Valérie m'avait dit un jour, « Ils vont te dévorer toute crue ». Cette phrase résonnait dans ma tête alors qu'on me poussait dans le rang, qu'on m'aboyait dessus parce que j'étais trop lente, et que j'ai failli m'évanouir pour avoir mal tenu mon fusil. Je n'ai jamais été la plus rapide, ni la plus forte. J'ai échoué à ma première course et j'ai fini presque dernière aux tractions. La seule chose que j'avais, c'était cette obstination qui ne me laissait pas abandonner. J'ai vite appris que ce qui me manquait en vitesse, je pouvais le compenser en précision. Pendant que les autres se précipitaient dans les exercices, je mémorisais chaque étape, chaque instruction. J'écrivais des choses la nuit quand personne ne regardait, créant de petites listes de contrôle qui m'empêchaient de faire 2 fois la même erreur. La première semaine, un gars de mon groupe a oublié de sécuriser son arme lors de l'inspection. Tout le groupe a été puni, des pompes jusqu'à ce que nos bras lâchent. La nuit suivante, j'ai discrètement fait une liste pour notre groupe et je l'ai collée à l'intérieur de nos casiers. Vérification de l'arme, vérification de l'uniforme, lacet des bottes, coin du lit. Quelques gars en ont ri, m'ont appelé un maman. Mais à l'inspection suivante, nous avons réussi. Pas de pompe. Après ça, plus personne n'a ri. Ils ont juste commencé à ajouter des choses à la liste. À la fin de la période d'incorporation, je n'étais toujours pas la plus forte, mais les gens ont remarqué que je ne craquais pas. Les instructeurs l'ont remarqué aussi. L'un d'eux a marmonné à un autre, « Elle est ennuyeuse, mais elle fait le travail ». J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais à l'intérieur, je savais que j'avais trouvé ma place. À la maison, Valérie faisait le tour des événements communautaires, racontant à qui voulait l'entendre ses jours dans la réserve. Elle postait des photos en uniforme à chaque défilé, serrant la main des anciens combattants comme si elle se présentait aux élections.
Papa adorait ça, se vantant de ses missions au bistrot. Il ne se vantait pas de moi. Si quelqu'un posait la question, il levait les yeux au ciel et disait « Camille est à l'école. On verra combien de temps ça dure. » Les lettres que je recevais de la maison étaient claires. Maman était fière. Valérie se moquait. Et papa ne croyait pas en moi. Le carburant parfait. J'ai pris chaque ricanement, chaque doute, et je les ai rangés dans mon classeur de liste de contrôle comme des munitions. L'un des jours les plus difficiles fut lorsque nous avons dû faire le parcours du combattant les yeux bandés, guidés uniquement par les instructions de nos coéquipiers. Mon tour est venu et les cris de mon groupe se sont transformés en chaos. Gauche, droite, rampe, grimpe. Ils se contredisaient jusqu'à ce que je me heurte à un mur. Mes genoux étaient écorchés et j'ai entendu l'instructeur rire. Quelque chose a cédé en moi. J'ai cessé d'écouter et je me suis rabattu sur la liste de contrôle mental que j'avais pratiquée pendant des jours. Position des mains, genoux en l'air, balancer la jambe, transférer le poids. J'ai franchi chaque obstacle pendant qu'il criait des bêtises. Quand j'ai retiré le bandeau à la fin, l'instructeur ne riait plus. Il a juste hoché la tête et s'est éloigné. Ce soir-là, un de mes coéquipiers a demandé « Comment diable as-tu fait ça ?» J'ai haussé les épaules. Des listes de contrôle. Il a levé les yeux au ciel, mais le lendemain, il est venu me demander de lui expliquer. Lentement, la rumeur s'est répandue que je n'étais pas la plus rapide ni la plus forte, mais si vous ne vouliez pas tout rater, vous veniez me voir. À la fin de mes années à l'école, je m'étais bâti une réputation de personne silencieuse avec des plans qui fonctionnaient vraiment. Personne ne faisait la queue pour prendre des photos avec moi comme il le faisait avec Valérie à la maison. Mais j'avais quelque chose de mieux. Le respect des gens qui suaient à mes côtés dans la boue. Le jour de la remise des diplômes est arrivé et je me tenais là, dans mon uniforme, avec mes camarades. Papa n'est pas venu. Valérie avait un événement communautaire qu'elle ne pouvait pas manquer. Maman est venue, assise seule dans les gradins, applaudissant jusqu'à ce que ses mains soient rouges. Après la cérémonie, elle m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté « Je t'avais dit que tu n'étais pas comme elle, et c'est ça ta force. » Je me suis accroché à ça plus fort qu'au diplôme qu'ils m'ont remis. Quand il a été temps de choisir ma voie, je ne suis pas allé là où les gens s'attendaient. Je n'essayais pas d'être pilote ou capitaine de navire. Je me suis engagé dans la division du renseignement des forces spéciales de la marine, le seul endroit où les détails ennuyeux, le travail de préparation sans gloire, les listes de contrôle dont personne d'autre ne se souciait, maintenaient réellement les gens en vie. Je pouvais presque entendre Valérie rire dans un coin de ma tête. De la paperasse, des chiffres. Elle ne comprenait pas papa non plus, d'ailleurs. Mais je savais que j'avais trouvé la seule chose pour laquelle j'étais faite. Et ce n'était ni les applaudissements ni les défilés. Les premières semaines dans les forces spéciales de la marine ressemblaient à l'école navale sous stéroïdes. L'entraînement n'était pas conçu pour vous rendre plus fort. Il était conçu pour vous briser. Je savais en y allant que je n'étais pas la plus rapide ni la plus forte. Alors, je me suis appuyé sur la seule chose que j'avais. Les listes, les détails, les petites choses dont personne ne se souciait jusqu'à ce qu'elles comptent. Lors d'une marche de nuit, un gars a oublié de bander ses pieds et s'est retrouvé avec des ampoules si graves qu'il a dû abandonner. J'avais écrit une liste de contrôle la veille. Chaussettes, ruban adhésif, hydratation, kit anti-ampoule. Les miens étaient bandés comme si j'allais faire la guerre à mes propres bottes. Pendant que les autres boitaient, je continuais de marcher. Pas parce que j'étais plus dur, mais parce que j'étais préparé. Les instructeurs l'ont remarqué, pas d'une manière bon travail, ça n'existe pas dans ce monde, mais par le fait qu'ils ont arrêté de me crier dessus aussi souvent. C'était une récompense en soi. Ils cherchaient des gens qui n'abandonneraient pas et qui pourraient maintenir une équipe en vie sous pression. Être la personne silencieuse avec des habitudes ennuyeuses n'était soudainement plus une faiblesse. Une nuit, notre groupe a été chargé d'un exercice de navigation. Nous devions nous déplacer dans un terrain marécageux dans l'obscurité totale, trouver des balises et revenir avant l'aube. Le chef de groupe était confiant, il disait ne pas avoir besoin de carte. J'ai suivi, en me mordant la langue alors que nous nous écartions du chemin. Les heures ont passé et nous étions perdus. Les gars ont commencé à paniquer, à s'insulter. J'ai sorti les notes plastifiées de ma poche, ma propre carte dessinée à la main, et une liste de contrôle étape par étape des relèvements. Donnez-moi 5 minutes, leur ai-je dit. Personne n'a écouté jusqu'à ce que nous tournions 2 fois autour du même arbre. Alors le chef a aboyé, d'accord,
essai. Je nous ai ramenés en comptant les pas et en vérifiant les relèvements. Nous sommes sortis du marécage couvert de boue juste au moment où le soleil se levait. Les instructeurs n'ont pas souri, mais ils n'en avaient pas besoin. Tout le monde dans mon groupe m'a regardé différemment après ça. Ils n'ont pas dit merci, pas à voix haute, mais quand nous avons préparé notre équipement le lendemain, quelques-uns ont commencé à copier mes notes. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la partie ennuyeuse de moi, celle dont Valérie s'était toujours moquée, était la raison pour laquelle j'allais y arriver. Elle pouvait courir vite. Elle pouvait être belle en uniforme. Mais rien de tout ça ne vous sauvait quand vous étiez dans l'eau d'un marécage jusqu'aux genoux sans savoir où était le nord. Au fil des semaines et des mois, on m'a confié plus de responsabilités du côté du renseignement. Cela signifiait préparer des dossiers de mission, analyser le terrain, identifier les menaces. Pour la plupart des gens, cela ressemblait à de la paperasse. Pour moi, c'était la survie. Je savais qu'un détail manqué sur une carte pouvait signifier que quelqu'un marcherait sur un engin explosif improvisé. Je savais qu'un calendrier bâclé pouvait piéger une équipe. Alors, je traitais chaque document comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Bien sûr, tout le monde ne le respectait pas. Les gars des commandos marines voulaient de l'action. Ils voulaient des bateaux rapides, des armes bruyantes et de l'adrénaline. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu « Allez, Dubois. Tu ne fais que pousser du papier. Laisse les vrais opérateurs s'occuper du combat. » Je ne discutais pas. Je continuais juste à travailler. Lors d'une opération d'entraînement, une équipe a ignoré mon évaluation des risques concernant une approche à flanc de falaise. Ils y sont allés quand même, confiants de mieux savoir. À mi-chemin, des roches meubles ont cédé, et 2 hommes ont glissé, se rattrapant de justesse. L'opération a été interrompue et ils sont revenus secoués. Mes notes avaient mis en garde contre la roche instable. Personne ne m'a dit un mot. Mais après ça, mon classeur a commencé à disparaître de mon bureau, emprunté pendant la nuit par les mêmes gars qui se moquaient d'eux auparavant. L'un de ces gars était Jean-Marc Vasseur, un tout nouveau commando marine qui semblait tout droit sorti d'une affiche de recrutement. Grand, large, toujours le premier à l'eau et le dernier à en sortir. Il avait la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment échoué. Il avait aussi l'arrogance qui allait avec. « C'est quoi toutes ces listes ?» m'a-t-il demandé un soir, feuilletant mon carnet comme si c'était une bande dessinée. « Elles te maintiennent en vie ?» ai-je dit sèchement. Il a souri. Les muscles et la proprioception aussi. Une semaine plus tard, lors d'une opération d'entraînement complexe, Jean-Marc a failli mener son équipe dans un point d'embuscade marqué sur mon dossier. Il s'est figé en voyant le symbole, puis a changé de route. Après, il m'a retrouvé et m'a remis le dossier dans les mains. Je ne suis pas mort au jour J. Apparemment, tes listes ne sont pas complètement nulles. C'était ce qui se rapprochait le plus du respect que j'allais obtenir de sa part. À la fin de ma première année dans les forces spéciales, j'avais une réputation. Pour le monde extérieur, j'étais la gratte-papier. Pour les gens qui avaient vu l'autre côté de mes notes, j'étais celle qui empêchait discrètement les catastrophes. Notre équipe a été chargée de nettoyer un complexe soupçonné d'abriter des insurgés. Le plan était simple, trop simple à mon avis. J'ai ajouté une éventualité en cas d'explosif secondaire, marquant les zones qui semblaient suspectes sur les images satellites. L'équipe a levé les yeux au ciel. Dubois la parano, m'appelait-il. Mais lorsque l'assaut a eu lieu, la première porte a explosé avec une charge cachée exactement là où je l'avais marquée. Personne n'a été tué car l'équipe avait changé de route à la dernière seconde en utilisant mes notes. Les insurgés l'avaient truqué en piège. Et sans le détour, l'explosion aurait décimé la moitié de l'équipe. La première fois que je suis rentré à la maison après ces missions, la maison n'avait pas beaucoup changé. Même revêtement blanc, même mât de drapeau à l'avant, même vieux pick-up garé en biais qui rendait ma mère folle. Mais à l'intérieur, on pouvait sentir le changement. L'énergie de maman n'était plus la même. Elle essayait toujours de tout garder parfait, comme si la maison était une scène. Mais ses mains tremblaient quand elle versait le café. Elle m'a accueilli avec sa chaleur habituelle, me serrant dans une étreinte qui sentait la lessive et la cannelle. Mon père a à peine levé les yeux de son fauteuil. Et Valérie. Elle est entrée en se pavanant comme si elle était chez elle. Fraîchement décorée d'un prix local pour service à la communauté, arborant ce sourire poli qu'elle utilisait pour les appareils photo. Elle s'est assurée de mentionner ses exploits avant même que je ne pose mon sac. « Oh, tu es de retour »
dit-elle comme si je revenais d'un camp de vacances au lieu d'une zone de guerre. Toujours à faire de la paperasse pour la marine? Je jure que l'argent de nos impôts doit tourner à plein régime pour payer tes feutres de couleur. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé mon sac. Mon père a gloussé dans sa barbe. Il trouvait Valérie hilarante. Ma mère a essayé de diriger la conversation vers un terrain plus sûr, mais Valérie n'avait pas fini. Tu sais, dit-elle à voix haute. Les gens d'ici me demandent toujours comment tu vas. Je leur dis que tu travailles dans ce qu'on appelle le renseignement. Mais je dis aussi de ne pas en attendre trop. Camille n'est pas vraiment faite pour le gros du travail. Elle est plutôt du genre soutien en arrière-plan. J'ai surpris mon père en train de sourire, fier de la petite performance de sa fille. C'était l'astuce de Valérie. Vous rabaissez d'une manière qui ressemble à une blague. Et si vous réagissiez, vous aviez l'air sensible. Si vous restiez silencieux, vous aviez l'air faible. Mais cette fois, quelque chose a changé. Ma mère, qui défiait rarement qui que ce soit, surtout pas devant mon père, a pris la parole. Valérie, ça suffit, dit-elle fermement. Le travail de ta sœur est important. Cette seule phrase a glacé la pièce. Valérie avait l'air stupéfaite, comme si elle avait été giflée. Mon père s'est raclé la gorge et a marmonné quelque chose à propos de taquinerie, mais la tension n'a pas disparu. Maman n'a pas élaboré, mais elle m'a jeté un regard fatigué et inquiet qui disait qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Quelques semaines plus tard, le diagnostic de maman est tombé. Cancer, agressif. Soudain, toutes les petites choses, les mains tremblantes, la perte de poids, la façon dont elle évitait de rester debout trop longtemps, tout prenait sens. Elle a minimisé. Elle a dit qu'elle se battrait, qu'elle irait bien. Mais j'avais vu assez de champs de bataille pour reconnaître la vérité. Le plus dur n'était pas la maladie elle-même. C'était la façon dont notre famille a réagi. Mon père s'est jeté dans les routines, tondant la pelouse 2 fois par semaine, nettoyant le garage, polissant ses médailles comme si elle détenait le remède. Valérie, elle, l'a utilisé pour attirer la sympathie, racontant à qui voulait l'entendre à quel point il était difficile d'être la fille responsable qui restait près de la maison. Pendant ce temps, je faisais des allers-retours à chaque occasion, souvent sans dormir, glissant des visites entre les missions. Je m'asseyais avec maman pendant la chimio, je l'aidais avec les factures, je cuisinais quand elle était trop faible. Rien de tout cela n'importait à papa. Il disait des choses comme « Valérie s'en est déjà occupée », même quand j'avais passé des heures à faire le travail. Un soir, alors que maman était particulièrement fatiguée, elle m'a prise à part. « Ne les laisse pas te définir », a-t-elle chuchoté. « Tu as une force qu'ils ne peuvent pas encore voir. Ils la verront un jour. » Ça m'a frappé plus fort que tout ce que Valérie avait jamais dit. Parce que maman ne faisait pas dans la flatterie. Elle était une enseignante. Elle croyait aux vérités silencieuses, pas aux encouragements vides. À mesure que sa maladie s'aggravait, j'ai pris plus de responsabilités. Valérie se présentait toujours pour les photos, s'assurant que tout le monde à l'église sache à quel point elle se sacrifiait. Mais quand il fallait aider maman à aller aux toilettes à 2 heures du matin, quand la liste des médicaments devait être suivie, quand les repas devaient être préparés, c'était moi. Un après-midi, pendant que Valérie était occupée à charmer les voisins, j'ai surpris papa en train de me regarder plier le linge. Il avait l'air presque coupable. « Tu n'as pas à faire tout ça », marmonna-t-il. Valérie s'en occupe. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste continué à plier. S'il voulait croire que Valérie était la fille parfaite, très bien. Je n'étais plus là pour concourir pour son approbation. Le jour où maman est décédée, la maison semblait plus petite. Les gens se sont pressés avec des plats, des étreintes et des condoléances. Mon père se tenait raide près de la fenêtre, racontant encore et encore la même histoire sur la façon dont la grande tempête avait abattu l'érable mais épargné le drapeau. Valérie pleurait bruyamment, s'assurant que tout le monde la voit. Je suis resté dans la cuisine à récurer des casseroles parce que c'était la seule chose qui me maintenait stable. Ce soir-là, avant de partir, je me suis assise près de la chaise vide de maman. J'ai pressé ma paume contre le bois, me souvenant de toutes les fois où elle m'avait frotté le dos quand papa me rabaissait. Ces derniers mots résonnaient encore. Ne les laisse pas te définir. J'ai emporté ça avec moi au service. Le deuil est devenu un autre poids à porter, mais ce n'était pas un poids mort. Il m'a poussé plus fort. Pendant que Valérie se prélassait dans l'admiration locale,
je me suis enseveli sous le travail, briefing de renseignement, préparation de terrain, formation d'opérateurs qui ne réalisaient pas encore à quel point ces listes de contrôle ennuyeuses comptaient. Et c'était là l'ironie. Plus Valérie se présentait comme la fille en or, plus mon nom commençait à avoir du poids là où ça comptait vraiment, à l'étranger, dans les salles de briefing, dans les histoires chuchotées sur des missions qui s'étaient bien passées parce que quelqu'un, quelque part, avait fait le travail ingrat de penser à l'avance. Cela n'effaçait pas la piqûre du favoritisme de papa ou des moqueries de Valérie, mais ça me donnait quelque chose de mieux que leur approbation superficielle. Ça me donnait un but, et un but a une façon de se transformer en arme quand les gens vous sous-estiment. Des ordres sont arrivés pour une mission qui me placerait directement dans le circuit du renseignement, en soutien d'une équipe de commando marine. Ce n'était pas glamour. Je ne descendais pas en rappel d'hélicoptère ni ne chargeais dans des complexes. Mon travail consistait à poser les fondations invisibles, itinéraires, cartes, timing, planification d'urgence, le genre de choses dont personne ne se souciait jusqu'à ce que ça échoue. La première fois que j'ai briefé une équipe complète, la moitié des gars ont à peine levé les yeux de leurs boissons énergisantes. Ils faisaient ça depuis assez longtemps pour faire confiance à leur instinct plutôt qu'aux diapositives de qui que ce soit. Je n'ai pas perdu de temps à essayer de paraître impressionnante. J'ai été concise. Point d'embuscade potentiel, itinéraire d'exfiltration alternatif, ligne de ravitaillement marquée à la minute près. Quand j'ai fini, l'un des chefs principaux a demandé, « Alors, qu'est-ce qui se passe si on ignore tout ça et qu'on fonce ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Alors vous aurez besoin de quelqu'un pour rédiger le rapport de perte, parce que je n'édulcorerai pas les choses après coup. » Cela a suscité quelques sourcils levés. Les opérateurs respectent plus la franchise que la flatterie. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à écouter, ne serait-ce que pour s'assurer que je ne prédisais pas discrètement leurs funérailles. Avec le temps, l'habitude des listes de contrôle est devenue partie intégrante de la culture de mon équipe. Nous ne nous contentions pas de vérifier les armes et l'équipement. Nous avons ajouté des vérifications mentales, des rôles de secours et des scénarios BSI. Ennuyeux, oui, mais l'ennui est ce qui vous maintient en vie lorsque l'inattendu se présente. Lors d'une mission au Sahel, mes notes incluaient un itinéraire de sortie alternatif par une ruelle étroite. Ce n'était pas l'option préférée, trop étroite, trop imprévisible, mais je l'ai quand même signalé. La route principale a été compromise lorsqu'un engin explosif a explosé prématurément. Sans hésitation, le chef d'équipe a aboyé, « Prenez la ruelle ». Ils en sont sortis secoués mais indemnes. Plus tard, il a admis, « Si vous n'aviez pas cartographié ça, on appellerait une évacuation médicale ». C'était le début du respect. Il faisait encore des blagues sur mon obsession pour les classeurs et les marqueurs, mais il suivait les notes. Et quand il les suivait, il rentrait à la maison. Le surnom, l'ange de la mort, a commencé à s'insinuer à cette époque. Au début, c'était une blague sinistre issue des communications ennemies interceptées. Apparemment, les insurgés croyaient que quelqu'un dans notre entourage avait le don de prédire où les bombes et les embuscades échoueraient. Ils le crachaient comme une insulte. L'ange de la mort est avec eux. Les gars l'ont repris. Pas de manière flatteuse, plutôt comme une superstition. Si je signalais un endroit comme dangereux, il l'évitait. Si j'autorisais une route, il la parcourait comme si elle était bénie. Je détestais ce surnom, mais il s'est répandu plus vite que tout ce que je pouvais arrêter. Les opérateurs sont comme ça. Une fois que quelque chose colle, c'est permanent. J'ai dit à Jean-Marc Vasseur, qui n'était plus la recrue arrogante mais un chef d'équipe montant, que je ne voulais pas être connu sous ce nom. Il a souri, puis a dit, « Continue de nous garder en vie. Sinon, tant pis pour toi, tu es coincé avec. » Jean-Marc était différent à ce moment-là. Il avait vu assez de nuits mal tournées pour réaliser que l'instinct ne suffisait pas. Il est devenu l'un de mes plus grands défenseurs, rappelant discrètement aux plus jeunes de prêter attention à mes dossiers. Si elle dit de bander vos bottes, bandez vos bottes. Ne soyez pas stupide. L'entendre le dire comptait plus que n'importe quelle récompense. La première fois que quelqu'un a utilisé le surnom devant moi, j'étais dans une tente poussiéreuse à l'autre bout du monde. Un jeune opérateur à peine assez âgé pour acheter une bière à la maison fixait l'une de mes cartes comme si elle l'avait maudit. Il a tracé un cercle autour d'un endroit que j'avais signalé comme à éviter à tout prix, puis a secoué la tête. « Vous êtes comme une sorte d'ange de la mort », a-t-il marmonné assez fort pour que la pièce entende. Des rires ont suivi. Pas cruel, juste le genre de rire nerveux que les hommes utilisent lorsque la superstition commence à sembler réelle.
Je lui ai dit de trouver une autre blague. Il a haussé les épaules et est retourné préparer son équipement. Mais le mal était fait. Le nom s'est répandu comme une traînée de poudre. Au début, ça m'agaçait. Je ne voulais pas être vu comme un symbole, surtout pas un lié à la mort. Je ne tirais pas sur des gâchettes ni ne lançais de grenades. Mon travail consistait à maintenir les gens en vie. Mais pour les équipes, le surnom ne me concernait pas. Il concernait la survie. À leurs yeux, si je signalais un danger, cela signifiait que la mort était proche. Et si j'autorisais quelque chose, cela signifiait qu'il survivrait probablement. Le plus étrange était de voir des hommes endurcis, des gars qui avaient survécu à plus que leur part de fusillade, commencer à traiter mes dossiers comme des écritures saintes. Ils me taquinaient en face, mais quand venait le temps de planifier, ils rôdaient discrètement autour de mon bureau, s'assurant d'avoir les dernières mises à jour. Jean-Marc s'y est mis plus que quiconque. À ce moment-là, il était chef d'équipe, dirigeant des missions et encadrant des recrues. Il plaisantait, si l'ange de la mort dit de ne pas aller à gauche, on ne va pas à gauche. C'était moitié humour, moitié très sérieux. Son autorité avait du poids, et une fois qu'il a approuvé la superstition, c'est devenu une culture. Je me souviens encore d'une mission qu'il a cimentée. La cible était un fabricant de bombes opérant depuis un complexe qui avait été attaqué 2 fois auparavant sans succès. Le type était insaisissable, paranoïaque et avait la réputation de poser des pièges. Mon analyse a montré un schéma. Chaque fois qu'il partait, il utilisait une ruelle arrière, pas la route principale. Je l'ai signalé, j'ai ajouté des plans d'urgence et j'ai insisté pour couvrir cette ruelle. La moitié de la salle s'est moquée. Trop risqué, ont-ils dit. Il nous verra venir. Jean-Marc les a interrompus. Si elle l'a marqué, on le couvre. C'était la fin du débat. Bien sûr, quand la cible s'est enfuie, ce n'était pas par la porte d'entrée. Il a couru droit dans la ruelle, directement vers l'équipe qui l'attendait. La capture s'est déroulée sans accroc. Pas de feu d'artifice, pas de victime. De retour à la base, Jean-Marc a souri et a claqué la carte sur mon bureau. L'ange de la mort frappe encore. Je n'ai pas discuté, mais je détestais à quel point ça sonnait naturel venant de lui. Le nom devenait plus grand que moi, et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Ce qui me dérangeait le plus n'était pas le surnom. C'était ce qu'il impliquait. Les gens supposaient que j'avais une sorte de sens mystique, comme si je pouvais voir la mort venir. La vérité était plus simple et moins glamour. Je prêtais attention aux détails qu'ils ignoraient. Les schémas, les habitudes, les caractéristiques du terrain, même la façon dont un chien errant aboyait sur les images de surveillance. Tout cela racontait une histoire. Je l'écrivais simplement et me forçais à croire que les choses ennuyeuses comptaient. Mais une fois que la légende a pris racine, cela a changé la façon dont les gens me traitaient. Les opérateurs qui me rejetaient autrefois s'en remettaient maintenant à moi. Les commandants ont commencé à m'inviter dans des pièces où je n'étais jamais allé auparavant. Soudain, ma parole avait du poids, non pas parce que j'avais un grade, mais parce que j'avais une réputation. Tout le monde n'aimait pas ça. Certains en voulaient à l'idée qu'une femme dans un rôle de renseignement, quelqu'un qui n'avait jamais défoncé de porte, se fasse un nom, chuchoté avec respect. Un officier a ricané ouvertement, me traitant de mascotte avec un classeur. Je l'ai ignoré. Une semaine plus tard, son équipe a utilisé l'un de mes itinéraires d'urgence pour éviter une embuscade. Après ça, il a gardé sa bouche fermée. Pourtant, le fardeau du surnom pesait sur moi. Chaque fois que je signalais un itinéraire, je craignais de me tromper. Chaque fois que j'en autorisais un, je craignais d'avoir manqué quelque chose. Si j'étais la soi-disant ange de la mort, alors une seule erreur le prouverait de la pire des manières. Je portais cette anxiété en silence. À l'extérieur, j'étais calme, méthodique, même sèche. À l'intérieur, je remettais en question chaque ligne que je traçais. Jean-Marc l'a remarqué. Un soir, il m'a surprise en train de fixer une carte longtemps après que tout le monde soit parti. « Tu n'es pas une voyante, dit-il sèchement. Tu n'es pas censée être parfaite. Tu es censé nous donner une chance. Et c'est ce que tu fais. » Je voulais discuter, mais il avait raison. Je ne cherchais pas la perfection. Je cherchais des pourcentages de survie. Avec le temps, j'ai accepté que le surnom n'allait pas disparaître. Au lieu de le combattre, je l'ai redirigé. Si les équipes croyaient que j'avais un pouvoir sinistre, très bien.
J'ai utilisé cette croyance pour leur faire respecter les détails ennuyeux. Quand je disais vérifiez 2 fois vos batteries, ils le faisaient. Quand je disais dérouté par un fossé de drainage, ils ne se plaignaient pas. Si la peur de l'ange de la mort les maintenait en vie, je pouvais vivre avec ça. À la maison, bien sûr, Valérie n'en avait aucune idée. Elle paradait toujours comme la fierté de la famille Dubois, collectionnant ses honneurs de petite ville et coupant des rubans lors des défilés. Pour elle, j'étais juste la sœur qui classait des papiers quelque part à l'étranger. Elle ne savait pas que des hommes 2 fois ma taille et 10 fois plus braves chuchotaient mon surnom avec un mélange de crainte et de respect. Je ne me suis pas donné la peine de la corriger. L'expliquer aurait été inutile. Valérie n'était pas câblée pour comprendre le genre de travail silencieux qui sauve des vies sans faire les gros titres. Elle était câblée pour les applaudissements. Mais sur le terrain, je n'avais pas besoin d'applaudissements. J'avais quelque chose de mieux, la confiance. Et la confiance, une fois gagnée dans ce monde, est plus forte que n'importe quelle médaille ou discours. La mission qui m'a brisé n'était pas la plus bruyante ni la plus sanglante. C'était censé être une routine, une descente dans une planque dans une vallée où nous avions travaillé une 12aine de fois auparavant. J'avais épluché les images satellites, tracé des superpositions et intégré 3 itinéraires de repli. Ça semblait solide. L'équipe y croyait. Jean-Marc m'a fait son signe de tête habituel avant de partir, cette reconnaissance silencieuse qui signifiait qu'il croyait au plan. Tout s'est effondré plus vite que je ne pouvais le traiter. Le convoi avait à peine franchi la crête lorsque la première roquette a jailli de la lisière des arbres. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. En quelques secondes, des tirs d'armes légères ont illuminé la vallée. Les communications se sont remplies de cris, d'hommes essayant de s'en tenir au protocole tandis que le chaos l'engloutissait. Je suis passé à l'action, attrapant les fréquences de secours, recoupant avec les flux de surveillance, criant des pivots alternatifs dans le casque. Route Bravo, maintenant, gardez la crête entre vous et le feu. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les presser à plat contre la table des cartes juste pour stabiliser ma voix. L'équipe s'est frayé un chemin pour sortir, mais pas sans perte. Un homme n'est pas revenu. Pas par négligence, pas par paresse, mais parce que l'ennemi avait été plus malin cette nuit-là. Il nous avait étudiés, s'était adapté, avait attendu le schéma, et je ne l'avais pas vu venir. De retour à la base, le silence était plus lourd que les tirs ne l'avaient été. Jean-Marc m'a trouvé assise seule dans la tente des opérations, fixant la même feuille de papier sur laquelle j'avais écrit le plan. Mon stylo était toujours dans ma main, l'encre tachée de sueur. « Tu ne peux pas tout porter », dit-il doucement. Je n'ai pas répondu. Ma gorge semblait s'être nouée. Tout ce que je pouvais voir, c'était le moment où les communications se sont tues. Le vide où une voix aurait dû être. Il s'est accroupi à côté de moi. « Écoute, sans tes itinéraires de repli, on aurait perdu la moitié de l'équipe. C'est le calcul. Tu as sauvé plus que tu n'as perdu. » Je voulais le croire. Mais dans ma tête, l'équation était plus simple. Un homme mort, c'était toujours un de trop. Pendant des semaines, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais les roquettes se lancer. Je sentais le sol trembler. Je voyais l'espace vide où un nom se trouvait sur la liste. Je suis devenu obsédé par mes listes de contrôle, les réécrivant, ajoutant de nouvelles éventualités, cherchant la faille qui s'était glissée. Les autres l'ont remarqué. Un jeune opérateur m'a tendu son carnet avant une mission et a dit « Pouvez-vous juste le corriger comme vous le faites toujours ?» Je me fiche que vous appeliez ça ennuyeux. Ça m'aide à respirer. Sa voix s'est brisée en le disant. Ça m'a blessé plus profondément que n'importe quelle insulte que Valérie m'avait jamais lancée. Ces hommes ne me regardaient plus comme une gratte-papier. Ils me regardaient comme si leur vie dépendait de ma capacité à tenir le coup. J'ai alors réalisé que mon chagrin ne pouvait pas me paralyser. Il devait me nourrir. Si je ne pouvais pas ramener cet homme, le moins que je puisse faire était de m'assurer que personne d'autre ne subisse le même sort. Alors, j'ai ajouté plus. J'ai créé une liste de défaillances douces, de petites faiblesses avec lesquelles nous pourrions vivre si elles se produisaient. Des choses comme des pompes de secours ou des générateurs secondaires. Et j'ai créé une liste de défaillances dures, celles qui nous tueraient si elles étaient ignorées. Chaque plan à partir de ce moment-là avait les 2 colonnes. Les gars ont levé les yeux au ciel au début, mais quand la liste des défaillances douces a détecté un équipement défectueux avant qu'ils ne lâchent en mission, ils ont arrêté de se plaindre. Des rituels en sont nés.
Frapper 2 fois avant de quitter la pièce pour se rappeler que la liste de contrôle n'était pas seulement de la paperasse, c'était la survie. Dire un détail ennuyeux à voix haute avant de partir, parce que les détails ennuyeux sont ceux qui vous maintiennent en vie. Jean-Marc m'a soutenu à chaque étape. Il ne m'a pas materné, ne m'a pas tapé sur l'épaule, il l'a simplement appliqué. Si une recrue grognait à propos des nouvelles règles, Jean-Marc y mettait un terme. Ça ne te plaît pas? Alors ne viens pas pleurer quand tu seras mort. Les listes de Dubois te maintiennent en vie, alors fais-les. Ce soutien m'a porté même lorsque le poids menaçait de m'écraser. Pendant ce temps, le fardeau du surnom devenait plus lourd. Après la mission ratée, Ange de la mort sonnait moins comme une superstition et plus comme une malédiction. Je détestais l'entendre chuchoter à la cantine, griffonner sur des tableaux blancs, transmis comme si c'était l'évangile. Mais pour les hommes, ce n'était pas une insulte. C'était du respect. Tordu peut-être, mais réel. Il ne m'appelait pas comme ça parce que je les condamnais. Il m'appelait comme ça parce que même quand les plans échouaient, je leur donnais une chance. La nuit, allongé sur ma couchette, je pensais à la façon dont Valérie aurait tourné ça. Elle aurait pris le surnom et l'aurait exploité, l'aurait placardé sur les réseaux sociaux, en aurait fait une marque. J'ai fait le contraire. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, ne l'ai jamais reconnu. Je l'ai laissé exister dans l'ombre, car c'est là qu'il appartenait. Mais ombre ou pas, la vérité était la suivante, l'échec m'avait changé. Je n'étais plus la femme essayant simplement de se prouver contre les moqueries d'une sœur ou l'indifférence d'un père. J'étais la femme portant le poids de vie, une ligne à la fois. Je n'ai pas eu le droit de faire mon deuil en paix. Il n'y avait pas de jour de congé, pas de temps mort pour la récupération émotionnelle. La prochaine mission arrivait toujours. L'ennemi ne se souciait pas de mes cauchemars. Et les hommes me faisaient trop confiance pour me laisser m'effondrer. Alors, j'ai continué. Stylo sur papier, itinéraire tracé, risque signalé. Chaque page était une promesse. Chaque liste de contrôle était un vœu que je ne laisserais plus jamais la complaisance tuer un autre homme. Et au fond de moi, je savais autre chose. Valérie pouvait rire autant qu'elle voulait. Mon père pouvait me mépriser jusqu'au jour de sa mort. Mais les hommes qui rentraient vivants ne se souciaient pas des récompenses de petite ville ou de l'approbation familiale. Ils se souciaient que je leur ai donné un autre lever de soleil. La première fois que je me suis tenu devant une salle de classe remplie de jeunes opérateurs, j'ai pensé à quel point je m'aurais détesté à leur âge. Des jeunes de 20 ans pleins de muscles, d'adrénaline et de sourires arrogants. La plupart d'entre eux se croyaient à l'épreuve des balles. La dernière chose qu'ils voulaient, c'était qu'un officier du renseignement leur parle de liste de contrôle ennuyeuse. Je n'ai pas pris la peine d'essayer de les convaincre. J'ai commencé par une vérité brutale. Vous pouvez être le gars le plus fort de cette pièce, mais si vous sautez les parties ennuyeuses, l'océan vous dévorera tout cru et le désert finira ce qu'il en reste. Cela a suscité quelques rires, mais c'étaient des rires nerveux. Bien. Ils avaient besoin de sentir cette tension. Les premières leçons ont été difficiles. Ils se précipitaient dans les briefings, sautaient des étapes, agissaient comme s'ils savaient déjà tout. Jean-Marc était assis au fond pendant l'une de ces sessions, les bras croisés, les regardant trébucher sur leur propre arrogance. Quand un jeune a parcouru une liste de contrôle en moins de 30 secondes, Jean-Marc a aboyé, recommence. Et cette fois, fais-le comme si ta vie en dépendait demain. Ce fut le tournant. La salle s'est mise au garde à vous. Ils ont réalisé qu'il ne s'agissait pas de me faire plaisir. Il s'agissait de survie. Je les ai entraînés durement. S'ils oubliaient une étape, nous recommencions. S'ils sautaient un détail ennuyeux, je leur faisais expliquer pourquoi cela n'avait pas d'importance. La plupart du temps, ils ne pouvaient pas. Et lentement, les lumières se sont allumées. Ils ont commencé à voir que les rituels n'étaient pas du travail inutile. C'étaient des échafaudages pour la survie. Jean-Marc a rapidement adopté les méthodes. Il ne se contentait pas de les suivre, il les vivait. Son équipe a pris l'habitude de frapper 2 fois sur une table avant de partir, un rappel qu'ils avaient parcouru la liste de contrôle. Ça a commencé comme une blague, puis c'est devenu une culture. Au moment où les nouvelles recrues sont arrivées, c'était si ancré que personne ne le remettait en question. Le vrai test est venu lorsque l'équipe de Jean-Marc a mené un exercice simulant une prise d'otage. On leur a donné des renseignements incomplets et ils ont dû improviser sous pression. À mi-parcours, leurs communications ont eu un problème. J'ai regardé depuis la salle de contrôle alors que la panique commençait à s'installer.
Jean-Marc s'est figé une seconde, puis a sorti la carte plastifiée que je lui avais donnée, une liste de contrôle de secours. Il a suivi étape par étape, calme, précis. Son équipe a suivi. Ils ont terminé l'exercice plus rapidement et plus proprement que quiconque ne s'y attendait. Quand ils sont revenus, Jean-Marc ne s'est pas vanté. Il m'a juste regardé et a dit, « Les parties ennuyeuses fonctionnent. » C'est à ce moment-là que j'ai su que la culture avait changé. Ce n'était plus seulement moi. Les méthodes s'étaient répandues au-delà de mes mains. Elles étaient dans la voix de Jean-Marc, dans le coup sur la table, dans la façon dont les recrues arrêtaient de lever les yeux au ciel quand on parlait de redondance. Mais l'influence vient avec la pression. Plus le rituel se répandait, plus je sentais qu'une seule erreur ferait s'effondrer tout le système. Si je glissais, les hommes perdraient confiance, et la confiance était la moitié de la bataille. Je portais ce poids en silence. Pourtant, voir le changement chez ces jeunes opérateurs me maintenait stable. Un jeune de Marseille a griffonné un mot de remerciement au dos de son manuel de formation. Vos listes de contrôle ont empêché ma tête de me mentir. Un autre a écrit, je dors maintenant. Merci. Ces bouts de papier valaient plus que n'importe quelle médaille. Bien sûr, en dehors des équipes, rien de tout cela n'importait. À la maison, Valérie était toujours le visage du service. Elle n'avait aucune idée de ce que signifiait façonner la culture dans des pièces qui sentaient la sueur, l'huile et la nervosité. Elle pensait que le leadership consistait à se tenir sur un podium. Je savais que c'était convaincre un jeune de 19 ans de bander ses bottes avant qu'elle ne saigne. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle était adorée pour les défilés. J'étais respecté en silence. Et honnêtement, je préférais ça. Le respect qui vient de la survie ne s'estompe pas avec les applaudissements. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire du poids des échecs. Chaque fois qu'un jeune me regardait comme si je détenais les réponses, je me souvenais de la nuit dans la vallée où un homme n'était pas revenu. Je me demandais si je les construisais juste pour voir un autre nom tomber de la liste. Ce doute ne m'a jamais quitté. Il est juste devenu une partie du travail. Jean-Marc a remarqué le fardeau. Il a commencé à rester plus tard après les briefings, traînant dans le couloir comme s'il avait quelque chose à dire. Un soir, il l'a finalement fait. Tu n'as pas à être parfaite, m'a-t-il dit. Tu dois juste être constante. Le reste se mettra en place tout seul. Je n'ai pas discuté. Il avait raison. La perfection est un mythe. La constance est la survie. Alors j'ai continué, jour après jour, classe après classe, exercice après exercice. Nous avons réécrit les blocs de formation pour nous concentrer sur les séquelles, la semaine après une fusillade. Quand l'adrénaline retombe et que le silence devient assourdissant, nous avons appris aux hommes à se demander mutuellement, « Tu as assez d'air ?» Pas comme une métaphore, mais comme une question littérale. Peux-tu respirer? Es-tu stable? Portes-tu quelque chose de trop lourd? Au début, l'idée a été tournée en dérision, mais ensuite elle a sauvé un jeune qui se noyait dans le silence, et plus personne ne s'en est moqué. La culture ne change pas avec de grands discours. Elle change avec de petites habitudes qui prennent. En voyant ces recrues grandir, en voyant Jean-Marc devenir un vrai leader, j'ai réalisé quelque chose. Valérie pouvait avoir ses trophées. Papa pouvait avoir ses médailles. Mais je façonnais quelque chose qui leur survivrait à tous les deux. Une façon de survivre qui nous appartenait à tous. Et quand j'ai entendu l'équipe de Jean-Marc frapper 2 fois avant une mission, je n'ai pas pensé à la superstition. J'ai pensé au dernier mot de ma mère, ne les laisse pas te définir. Je ne les laissais pas faire. Je me définissais moi-même, une liste de contrôles ennuyeuses à la fois. Quand je suis rentré pour une courte permission, je m'attendais au repas silencieux habituel avec papa prétendant que mon travail n'existait pas, Valérie s'assurant que toute la ville sache qu'elle était l'enfant prodige, et moi me faufilant sans attirer l'attention. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à quel point Valérie était devenue effrontée. Il y avait une collecte de fonds locale au centre civique, bondée de citadins, d'officiers à la retraite et du genre de politiciens qui ne se montraient que le temps de se faire prendre en photo. Valérie était au premier plan, serrant des mains comme si elle se présentait aux élections. Papa se tenait à proximité, rayonnant de fierté comme si elle venait de gagner la Légion d'honneur. J'ai essayé de rester en arrière-plan, mais ça n'a jamais marché avec Valérie. Elle m'a repéré près de la machine à café et a foncé, attirant l'attention de la moitié de la salle avec elle. « Tiens, regardez qui a décidé de se montrer », a-t-elle annoncé à voix haute,
me tapotant l'épaule comme si j'étais un cas de charité. Fraîchement revenu de classer ses papiers pour la marine, hein? Dis-moi, Camille. Est-ce qu'il te donne des médailles pour la meilleure utilisation de la graffeuse, ou tu as juste un certificat? La foule a gloussé comme le font les gens quand ils ne sont pas sûrs si c'est une blague ou une insulte. Mon père a souri, plus fier que jamais de l'esprit de sa fille aînée. J'ai gardé un visage impassible. Des années de briefing de renseignement m'avaient entraîné à ne pas broncher dans des salles hostiles. Je te le dirai, ai-je dit, juste après qu'il t'ait donné une médaille pour ta présence. Cela a valu quelques rires qui n'étaient pas les siens. Le sourire de Valérie a vacillé une seconde avant qu'elle ne le replace. Elle n'était pas habituée à ce que je riposte. Plus tard dans la soirée, pendant que les gens discutaient, elle m'a coincé près de la sortie. Tu penses que d'être à l'étranger te rend spécial? A-t-elle sifflé, gardant sa voix assez basse pour que seul moi l'entende. Personne ici ne se soucie de ce que tu fais. Il se soucie de qui se montre, et c'est moi. Tu seras toujours la sœur fantôme. Ça a piqué, mais pas pour la raison qu'elle pensait. Ça a piqué parce qu'elle avait raison sur un point. La plupart des habitants de la ville ne comprenaient pas ce que je faisais. Ils comprenaient les discours et les défilés de Valérie, pas mes classeurs et mes longues nuits dans des tentes qui sentaient la sueur et le diesel. Mais ce qu'elles ne comprenaient pas, ce qu'elles ne pouvaient pas comprendre, c'est que je ne le faisais pas pour eux. Je le faisais pour les hommes qui frappaient 2 fois sur une table avant de se diriger vers le danger parce qu'ils croyaient que mes détails ennuyeux leur donnaient une meilleure chance de s'en sortir. Pourtant, ces mots me sont restés en tête. La sœur fantôme. C'est comme ça que mon père me voyait aussi. L'invisible. L'acte de soutien. Le faire-valoir de Valérie. Le drame familial ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, papa a organisé un barbecue, invitant la moitié du quartier. Il en a profité pour se vanter de la dernière réussite de Valérie, un prix du service communautaire pour l'organisation de colis de soins. Quand quelqu'un a posé des questions sur moi, il a balayé la question d'un revers de main. Elle fait juste de la paperasse pour la marine. C'est Valérie qui porte le nom de la famille. Je suis resté là avec une assiette de côte levée à la main, souriant poliment pendant que chaque voisin hochait la tête. Ma poitrine brûlait, mais je n'ai pas dit un mot. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que je savais qu'il était inutile de discuter avec un homme qui avait déjà écrit l'histoire dans sa tête. Ce soir-là, l'absence de maman m'a frappé plus durement que d'habitude. Elle aurait coupé court au bruit d'un mot calme, m'aurait rappelé de ne pas les laisser me définir. Sans elle, j'avais l'impression de me battre contre des ombres. Le lendemain matin, j'ai enfilé mes chaussures de course et j'ai commencé à courir. Chaque foulée était comme un rappel. Je ne fuyais pas. Je courais pour moi-même. Valérie pouvait avoir les projecteurs. Papa pouvait avoir sa fierté. J'avais quelque chose qu'il n'avait pas, des preuves. Des preuves écrites dans des rapports après action. Dans des hommes qui rentraient vivants. Dans des recrues qui comprenaient enfin pourquoi les habitudes ennuyeuses comptaient. Mais les petites villes aiment plus le spectacle que la substance. Valérie s'y prélassait, se nourrissant des applaudissements. Elle ne se souciait pas que ce soit superficiel. Elle se souciait que ce soit bruyant. Et mon père, il aimait son bruit parce qu'il reflétait son propre besoin de reconnaissance. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que la reconnaissance en dehors de la famille était déjà en train de changer. Je commençais à être invité dans des salles où les généraux écoutaient. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que mon travail les y forçait. Ils ne pouvaient pas ignorer les taux de survie liés à mes méthodes. Ils ne pouvaient pas ignorer la réputation qui avait pris vie d'elle-même. Pourtant, à la maison, rien de tout cela n'importait. À la maison, j'étais toujours la sœur fantôme, et Valérie adorait me le rappeler. Un après-midi, elle est passée chez papa pendant que j'étais en visite. Elle est entrée, a laissé tomber son sac à main sur le comptoir et a dit « Alors, Camille, quand vas-tu enfin faire quelque chose dont on puisse se vanter? Ou es-tu satisfaite d'être invisible pour toujours ?» Je ne suis pas tombé dans le panneau. Au lieu de cela, je me suis versé une tasse de café et j'ai dit calmement « Invisible ne veut pas dire insignifiant. Demande aux hommes qui sont revenus vivants grâce à mon travail. » Oh, attends. Tu ne peux pas. Tu ne les connais pas, la pièce est devenue silencieuse. Papa avait l'air de vouloir dire quelque chose mais ne le pouvait pas. Le visage de Valérie est devenu rouge. Et pour une fois, elle n'a pas eu de répartie. Ce silence valait plus que n'importe quel applaudissement.
Les histoires de vengeance familiale ne se déroulent pas toujours avec des disputes criardes ou des confrontations dramatiques. Parfois, elles se produisent dans les moments calmes où la vérité frappe plus fort que n'importe quelle insulte. Valérie s'épanouissait en me rabaissant en public, mais lentement les fissures se formaient. Les gens ont remarqué la façon dont elle en faisait trop. Les gens ont remarqué la façon dont elle ricanait pendant que je restais stable. Et un jour, ces fissures s'ouvriraient en grand. Pour l'instant, je n'avais pas besoin de gagner la ville. Je n'avais pas besoin de gagner papa. J'avais juste besoin de continuer à être présente là où ça comptait. Même si cela signifiait être la sœur fantôme. La soirée à la salle d'honneur des anciens combattants de la région n'était pas censée me concerner. C'était un événement communautaire, une occasion d'honorer les vétérans de toutes les générations. La salle sentait la cire et le café brûlé, avec des drapeaux suspendus à des poteaux en laiton et des chaises pliantes bien alignées. Des hommes en casquette et des femmes avec des rubans sur leurs chemisiers entraient, portant le poids du service dans leur posture. Je me suis glissé dans la rangée du fond, contente de m'asseoir tranquillement. Les murs étaient tapissés de photos de soldats qui étaient rentrés et de ceux qui ne l'étaient pas. Ce n'était pas mon genre de scène. C'était celle de Valérie. Et bien sûr, elle était là, tirée à 4 épingles, arborant son sourire d'entraînement. Mon père se tenait fièrement à ses côtés, la poitrine bombée comme s'il portait encore des médailles. Quand la foule s'est installée, Valérie a fait son coup. Elle a élevé la voix juste assez pour être entendue, me désignant à travers la pièce. Oh, regardez qui a enfin décidé de nous rejoindre. Ma petite sœur, la secrétaire préférée de la marine. Elle classe si bien les papiers, n'est-ce pas? Des rires ont parcouru la salle. Mon père ne l'a pas arrêté. En fait, il s'est penché, ajoutant de l'huile sur le feu. Valérie a servi en première ligne, a-t-il tonné, posant une main sur l'épaule d'un commando marine chevronné qui se tenait à côté de lui. Toi, tu pousses du papier à 1000 km du combat. Lui, ça, c'est un vrai guerrier. L'ambiance a changé, certains ont hoché la tête, d'autres ont murmuré. Leurs yeux glissaient sur moi comme si j'étais juste une chaise vide. C'était un scénario familier. Valérie qui brille, papa qui la soutient, moi qui m'efface. Mais le commando n'a pas souri. Il n'a pas bombé le torse. Au lieu de cela, il s'est retourné, ses yeux se fixant sur moi, sa gorge se nouant comme s'il avait avalé du gravier. Et d'une voix basse mais assez claire pour percer le bourdonnement des ventilateurs de plafond, il a demandé « Êtes-vous l'ange de la mort ?» L'air s'est figé. Les vétérans se sont redressés sur leur siège. Une veuve au premier rang a chuchoté « C'est quelqu'un ». La mâchoire de mon père s'est crispée, la confusion vacillant dans ses yeux. Il ne s'y attendait pas. Il ne comprenait pas pourquoi ces mots avaient un poids qui courbait la pièce autour de moi. Valérie a cligné des yeux, son sourire faiblissant. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas elle qui tenait les projecteurs. Jean-Marc a fait un pas en avant. « Madame », a-t-il dit plus fort maintenant, la voix stable. « Vous avez géré les réseaux à Gao. Vous avez signalé les pièges à Thessalie. Vous nous avez maintenus en vie. Je vous dois des anniversaires. » Ce n'était pas de la vantardise. C'était un témoignage, le genre de reconnaissance brute que les hommes en uniforme ne distribuent pas à la légère. La salle a absorbé ces mots. Un vétéran du Vietnam s'est levé, sa veste bruissant. Il n'a pas salué, mais il a pressé sa main sur son cœur. Un autre a suivi, puis un autre. Une vague de reconnaissance a parcouru la salle. Pas bruyante, pas forcée, juste des corps silencieux répondant à la vérité avec respect. Mon père a tenté de reprendre le contrôle. Elle classe des papiers, a-t-il marmonné, à moitié pour lui-même, à moitié pour la salle qu'il avait toujours laissé me définir. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, l'interrompit Jean-Marc, de l'acier sous sa voix. Elle ne classe pas. Elle nous maintient en vie. Il y a une différence. Le visage de Valérie est devenu rouge. Elle a essayé de rire pour s'en sortir, mais le son est mort à mi-chemin dans sa gorge. La foule n'était plus avec elle. Ils n'étaient même plus avec mon père. Ils étaient avec la vérité qui se tenait devant eux. Un cousin au fond a parlé doucement, mais les mots ont porté. Tonton François, je pense que tu ne sais peut-être pas tout. Le silence était lourd, mais il n'était pas gênant. Il était correctif. C'était le son d'une salle qui réécrivait sa propre histoire. La maîtresse de cérémonie,
une femme qui avait pensé la moitié des égratignures de la ville des décennies auparavant, n'a même pas pris la peine de prendre le micro. Elle a laissé le moment s'installer. Parfois, le silence fait plus que les discours. Quand les gens ont finalement bougé, ils ne se sont pas tournés vers Valérie. Ils se sont tournés vers moi. Pas pour des explications, pas pour des détails, juste pour une reconnaissance. Pour une fois, je n'étais pas invisible. Mon père a fixé le drapeau sur le mur, son vieux bouclier. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Il n'avait pas de script pour ça. La salle avait changé d'avis, et il ne pouvait pas la faire revenir en arrière. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri. J'ai simplement dit, je suis venu ici pour m'asseoir parmi des gens qui comprennent le coup. C'était tout. Pas de performance, pas de grandiloquence, juste la vérité. La vérité suffisait. Les gens m'ont approché après, pas avec fanfare, mais avec des mots calmes. Nous sommes fiers de toi, a dit un voisin. Sa femme a ajouté, on l'a toujours été. Un vétéran m'a serré la main sans se présenter, comme si le geste était son propre langage. Même papa s'est approché. Ses yeux semblaient différents, moins ceux d'un juge, plus ceux d'un homme essayant de lire des instructions dans une langue qu'il aurait dû apprendre il y a des années. Sa voix s'est brisée quand il a dit, « Si tout cela est vrai, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» J'ai rencontré son regard. « Parce que tu n'as jamais demandé. » Il a entendu le reste sans que je le dise. Ce silence était notre jugement. Jean-Marc a brisé la tension avec un salut mineur, levant sa tasse. « Madame, dit-il fermement. Merci pour les listes de contrôle ennuyeuses. » La foule a gloussé doucement, mais ce n'était pas de la moquerie. C'était du respect. Mon père se tenait là, les épaules affaissées, la fierté s'effritant en quelque chose de brut. Il n'a marmonné que 4 mots, mais ils ont atterri plus lourdement que n'importe quelle insulte qu'il m'avait jamais lancée. J'attendais un fils. Je n'ai pas adouci les choses. Je ne l'ai pas absous. J'ai juste répondu, mauvaise attente. Et j'ai ajouté, et j'avais peur. Pour une fois, il n'avait rien à ajouter. La salle a continué avec les honneurs prévus, mais rien n'était plus pareil. La salle avait déjà changé. Le récit avait déjà été réécrit. Après la soirée à la salle d'honneur, la nouvelle s'est répandue rapidement. Les petites villes n'ont pas besoin de journaux pour diffuser une histoire. Les perrons et les comptoirs de bistrot fonctionnent plus vite que n'importe quelle presse. Les gens qui ne m'avaient vu autrefois que comme l'ombre silencieuse de Valérie ont commencé à me regarder différemment. Pas avec pitié, pas avec applaudissements, mais avec respect. Le lendemain matin, papa n'a même pas pu finir son café habituel à la table de la cuisine. Il était assis là, remuant du sucre qu'il avait déjà ajouté, comme si la cuillère était la seule chose qui maintenait ses mains stables. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Finalement, il a dit, la façon dont ce commando a parlé de toi. Sa voix s'est éteinte comme s'il ne savait pas où la phrase devait atterrir. Si c'est vrai, j'avais tort. Je ne me suis pas précipité pour combler le silence. Je l'ai laissé se débattre avec. Pendant des décennies, il m'avait mesuré à une aune qui n'avait jamais existé, une que Valérie avait élevée avec de l'esbrouf et une approbation superficielle. Maintenant, pour la première fois, il réalisait que son échelle était brisée depuis le début. Je voulais que tu sois comme elle, a-t-il admis, la voix basse. Je pensais qu'elle était la forte, je pensais. Il a secoué la tête. Il s'avère que je n'ai rien vu. La confession ne ressemblait pas à une victoire. Elle ressemblait à une honnêteté tardive. Je n'étais pas intéressé à remuer le couteau dans la plaie. Tu as vu ce que tu voulais voir, lui ai-je dit. Mais la vérité ne se plie pas juste parce que tu l'ignores. Ses yeux sont tombés sur sa tasse. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne le peux pas, ai-je dit simplement. Tu arrêtes juste de faire la même erreur 2 fois. C'était la chose la plus proche du pardon que je pouvais offrir. Pendant ce temps, Valérie ne s'est pas effacée discrètement. Elle a redoublé d'efforts, se montrant au déjeuner de l'église et aux événements du canton avec des sourires encore plus grands, des discours plus forts et des histoires exagérées sur ses contributions. Mais les fissures étaient visibles maintenant. Les gens penchaient la tête quand elle parlait, chuchotant après au lieu d'applaudir aussi aveuglément qu'avant. Lors d'une collecte de fonds, j'ai entendu une femme marmonner, elle parle beaucoup d'elle-même. Sa sœur n'a-t-elle pas été appelée l'ange de la mort? Valérie a aussi entendu les mots. Sa mâchoire s'est crispée,
mais elle a souri plus largement, prétendant que ça ne la piquait pas. Pour moi, rien de tout cela ne nécessitait une vengeance au sens traditionnel du terme. Je n'avais pas besoin de crier plus fort qu'elle ou de l'humilier. La vérité était plus forte que tout ce qu'elle pouvait fabriquer. Elle avait bâti sa réputation sur le faste. La mienne avait été bâtie sur le sang, la sueur et la survie. Finalement, le poids de l'authenticité fait pencher la balance. Même Jean-Marc a remarqué le changement lorsque je suis retourné en France pour une période. Nous nous sommes rencontrés pour un café dans un petit bistrot près de la base et il a souri par-dessus sa tasse. J'ai entendu dire que tu as enfin été reconnu chez toi. Je parie que Valérie perd la tête. J'ai levé les yeux au ciel. La reconnaissance n'est pas le but. Peut-être pas, a-t-il dit. Mais ça ne fait pas de mal de laisser les faits montrer qui portait vraiment le poids. Il n'avait pas tort. Pour une fois, les faits se corrigeaient d'eux-mêmes. Le changement le plus étrange venait de papa. Il a commencé à poser des questions, des vraies, pas des commentaires chargés ou des remarques dédaigneuses, mais de vraies questions. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu parles d'itinéraire de repli? Comment repères-tu une embuscade sur une photo satellite? Il n'était pas soudainement devenu tendre, mais il essayait. C'était nouveau. J'ai répondu simplement. Sans jamais édulcorer, sans jamais transformer ça en conférence. S'il voulait comprendre, il pouvait commencer par écouter. Et à son crédit, il l'a fait. Un soir, après que Valérie soit sortie de la maison en trombe, en colère que papa n'ait pas assez loué son dernier discours, il s'est assis dans son fauteuil et a laissé échapper un long soupir. Je pense que je l'ai rendue comme ça, a-t-il admis, en la nourrissant toujours de louanges, sans jamais la tenir responsable. Je n'ai pas été en désaccord. Le besoin de validation de Valérie n'est pas né de nulle part. Papa avait construit son piédestal, puis m'avait reproché de ne pas y monter. Elle est adulte maintenant, ai-je dit d'un ton égal. Elle choisit qui elle est. C'est sa responsabilité. Ses yeux se sont adoucis d'une manière que je n'avais pas vue depuis que j'étais enfant. Et toi, tu as mieux choisi, même quand je ne te donnais aucune raison de le faire. Les mots n'étaient pas dramatiques. Ils n'étaient pas enveloppés d'excuses, mais ils étaient suffisants. Pour une fois, je n'étais pas invisible à ma propre table. Dans les semaines qui ont suivi, l'éclat de Valérie s'est estompé. Les gens n'étaient pas hostiles envers elle. Ils n'étaient juste plus impressionnés. Les mêmes blagues qu'elle avait faites sur moi n'avaient plus le même effet. Les mêmes sourires ressemblaient plus à des masques, et sans les applaudissements, elle semblait plus petite. C'était la vengeance que je n'avais jamais planifiée. Laisser la vérité dépasser son orgueil. Je n'ai pas changé pour elle. Je n'ai pas couru après l'approbation de papa. J'ai juste continué à faire le travail qui comptait. Un travail qui n'avait pas besoin de défilé ou de discours. Et à la fin, c'était suffisant pour inverser la tendance. La vie après la salle d'honneur et le changement silencieux à la maison n'a pas ralenti. La marine ne s'arrête jamais. Les ordres continuaient d'arriver, les missions de se succéder, et je suis resté dans le rythme des cartes, des dossiers et des listes de contrôle sans fin. Certains s'épuisaient à la tâche. Pour moi, c'était du carburant. Chaque ligne ennuyeuse que j'écrivais, chaque sauvegarde redondante sur laquelle j'insistais signifiait une chance de plus de survie. L'équipe de Jean-Marc portait ses habitudes comme des écritures saintes. Je passais devant une salle de préparation et j'entendais le toc-toc solide avant qu'ils ne partent. Ce n'était plus de la superstition. C'était de la culture. Et cela me rappelait que ce que j'avais construit me survivrait. Ce n'était plus seulement mes méthodes. Elles nous appartenaient à tous. Quand les jeunes opérateurs demandaient d'où venaient les rituels, Jean-Marc ne parlait jamais de moi. Il disait juste « on a appris à la dure ». Faites confiance aux parties ennuyeuses. C'était suffisant. Les légendes n'ont pas besoin d'avoir des noms estampillés dessus. Elles ont besoin de résultats. À la maison, Valérie essayait toujours de regagner les feux de la rampe. Elle prononçait des discours plus forts, posait pour plus de photos, a même laissé entendre qu'elle se présenterait aux élections locales, mais les applaudissements n'étaient plus les mêmes. Les gens voyaient à travers la performance maintenant. Elle était toujours bruyante, mais plus bruyant ne signifie pas toujours plus fort. Papa a changé aussi, bien que par petites étapes maladroites. Il posait des questions sur les missions, sur les listes de contrôle, sur ce que Bange de la mort signifiait vraiment. Parfois, il avait du mal avec les réponses, mais il écoutait.
C'était plus qu'il n'avait fait en des décennies. Un après-midi, en réparant la vieille clôture à l'arrière, il l'a finalement dit directement. J'ai passé des années à essayer de faire de toi Valérie. Il s'avère que c'est de toi que j'aurais dû être fier depuis le début. Sa voix s'est brisée à mi-chemin, mais il n'est pas revenu en arrière. Je ne lui ai pas donné l'absolution. J'ai juste dit, alors commence à agir en conséquence. Il a hoché la tête. Pas d'excuses, pas de retour en arrière, juste un homme réalisant trop tard que son tableau de bord était erroné. L'absence de maman persistait encore, surtout dans ces moments-là. Elle aurait adoré voir Valérie se tortiller sous le poids de la vérité. Elle aurait adoré voir papa admettre enfin son aveuglement. Mais plus que tout, elle aurait été fière que j'aie choisi ma propre définition de la force. Sur le terrain, le surnom me suivait partout, ange de la mort. Au début, c'était comme une malédiction. Puis c'est devenu une superstition. Maintenant, c'était simplement un raccourci pour la survie. Les gars y croyaient, et la confiance est la monnaie de la guerre. Je ne l'ai jamais adopté, ne me suis jamais identifié à lui, mais j'ai aussi arrêté de le fuir. S'il maintenait les hommes en vie, s'il les forçait à vérifier 2 fois leur équipement ou à changer de route au bon moment, alors le nom avait de la valeur. Non pas parce qu'il était dramatique, mais parce qu'il fonctionnait. C'est la différence entre l'honneur et l'orgueil. Valérie courait après l'orgueil. Elle voulait les yeux sur elle, les applaudissements dans ses oreilles, les gros titres dans les journaux. L'orgueil s'estompe. L'honneur non. L'honneur se vit, il ne s'annonce pas. J'ai pensé à ça un soir en rangeant après un autre cycle d'entraînement. La pièce était calme, le genre de calme qui s'installe après des semaines de bruit. J'ai glissé mes notes dans un classeur et je me suis surprise à chuchoter quelque chose que maman m'avait dit un jour. Ne les laisse pas te définir. Elle avait eu raison. Ils avaient essayé, papa avec son favoritisme, Valérie avec ses moqueries, même la Marine avec ses rejets au début. Mais je ne les avais pas laissés faire. Je m'étais défini moi-même, non pas avec des discours ou des trophées, mais avec un travail qui durait plus longtemps que les applaudissements. C'est le cœur des histoires de vengeance familiale. Il ne s'agit pas de crier plus fort ou de frapper plus fort. Il s'agit de laisser la vérité dépasser l'orgueil. Ma vengeance n'a pas été d'humilier Valérie devant la ville. Ce n'était même pas de faire ravaler ses mots à papa. C'était de construire quelque chose de si indéniable que leurs mots ont cessé d'avoir de l'importance. Le respect est une logistique. L'honneur est un verbe. La vengeance, c'est de laisser la vérité dépasser l'orgueil. Et quand l'équipe de Jean-Marc a frappé 2 fois sur un cadre de porte avant de s'aventurer dans l'inconnu, j'ai su que mon travail avait déjà survécu à tout.